Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de From None to Tetris, où j'apprends à travers ce bouquin à construire un processeur. Alors, ça fait un moment que j'ai pas enregistré de vidéo, hein, là ça fait plusieurs mois quand même, c'est parce que je suis occupé à autre chose. Et là, nous on en était arrivé à l'additionneur 16 bits. La pièce d'après, c'est celui-là, c'est l'incrémenteur 16 bits. Hop. Je vais pas le faire parce que c'est un additionneur en fait où on prend l'entrée. Donc on a notre additionneur 16 bits. Hein, où on a l'entrée A, l'entrée B et la sortie additionnée. Et tout ce qu'on se contente de faire, c'est de prendre un nombre sur une des deux entrées. Hein. Donc admettons ici on met un nombre. Et ici on met 1. Donc ici on capte directement 1, donc ça fait sur les 16 entrées, on en met 15 à 0 et l'entrée qui sert au 1, on le met à 1 et voilà, t'as ton incrémenteur 16 bits. Voilà, t'as gagné. Donc ça, je vais pas le montrer, je vais pas le câbler non plus. Non, on va passer directement à la suite. Qu'est-ce que c'est que la suite? La suite, c'est ce petit truc-là rigolo, l'ALU, ou ALU, hein. C'est ce qui va nous permettre de faire nos opérations binaires et notre addition. Hein, ça va tout être dans une même puce. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que je peux pas le câbler maintenant. Parce que je sais pas si vous avez vu regardez les hors-série, hein, mais le prototype actuel fait cette taille-là pour avec le testeur pour faire. C'est un bordel sans nom. Hein. Vous aurez remarqué. Et ça commence à plus rentrer dans l'écran. D'accord? Hein, il me reste juste 2 plaques à mettre. Et ce truc-là, mon ALU est plus complexe et prendra plus de place que ce truc-là. D'accord? Donc, je vais pas le câbler. Du coup, on va faire la recherche et la simulation. Et après ça, on aura fini le chapitre 2. Et puis on pourra passer au chapitre 3, que moi, de mon côté, j'ai pratiquement terminé. Alors, c'est essentiellement comment on construit de la mémoire, tout ce qui est logique séquentielle en fait. Hein. Donc comment on fabrique matériellement un bit, et pas une bit, hein, vous serez gentil. Comment on les assemble pour faire ensuite un registre de 16 bits, et comment un registre de 16 bits on les assemble pour faire de la mémoire vive en fait. Et donc on va progressivement, comme c'est marqué là, d'abord faire un ensemble de 8, puis un ensemble de 64, puis un ensemble de 512, puis un ensemble de 4096, puis un ensemble de 16384 petits trucs comme ça, qui vont être assemblés les uns avec les autres. Donc une fois qu'on est arrivé à 512, en fait, c'est pas la peine que je vous montre le reste. C'est pas la peine non plus que je vous le capte parce qu'il faudrait 16 000 petits assemblages comme ça. Juste non. Hein Je sais pas si vous voyez ça là. Hein Euh, Donc cette puce là, plus cette puce là, plus cette puce là, ça revient à peu près à, en termes de place de câblage, ça correspond à peu près à, ouais, 4 petits, ouais, c'est à peu près ça. C'est 3 ou 4 petits registres complets.
Non, même pas. Parce qu'il en faut 16. Il faut 16 bits pour faire un seul registre. Donc, non, c'est à peu près tout ça pour un seul registre. Juste cette partie-là, là, ça ferait à peu près un registre. Ces deux plaques d'expérimentation-là, ce serait un registre à peu près. Grosso merdo. Hein. L'additionneur prend cette place-là. D'accord. Donc, voilà. Non, je ne vais pas le câbler. Alors, je vais câbler peut-être le premier, le RAM 8 là. Parce que ça ferait 8 x 8, 64. Ah non, même pas en fait. Ah non. Je vais juste câbler un registre de 16 bits, je pense. Ou peut-être deux registres de 16 bits. Mais je ne pense pas avoir le... Je vais racheter un petit peu de matériel, hein. Mais je pense pas pouvoir faire ne serait-ce qu'un RAM 8 en fait. Une fois qu'on a fait le RAM 8, une fois qu'on a fait la RAM, hein, on a encore un autre composant essentiel pour le processeur à fabriquer, et c'est le programme counter, donc le compteur de programme. C'est le numéro d'instruction en fait. Hein. Et puis après, comme vous le voyez, hein, là on va au RAM 64. Et puis une fois qu'on a fait la RAM et le programme counter, on passe au chapitre 4. Voilà, voilà, voilà. Donc, bon, je suis revenu trop loin. Voilà. On va avoir l'alu. Déjà, qu'est-ce que fait notre alu? Alors, il prend deux entrées de 16 bits. Alors, surtout, n'hésitez pas à aller regarder, récupérer le fichier PDF de ce truc-là. Hein. Il sera mis dans la description en dessous. Donc, ça sera pas forcément présenté exactement pareil, mais ça sera très très proche de ça. Donc, on a nos deux entrées. Il faut qu'on puisse mettre à 0 l'entrée X, qu'on puisse l'inverser, qu'on puisse faire pareil sur l'entrée Y, donc la deuxième entrée. Ensuite, F, c'est la fonction qu'on va utiliser, si c'est la fonction pour additionner ou faire un et logique sur nos deux entrées. On a une fonction aussi pour inverser la sortie. Tout ça, ce sont nos signaux d'entrée. Dans les sorties, donc on a notre résultat, hein, de soit l'opération d'addition, soit l'opération et logique. On veut pouvoir en fait zéro la sortie. On veut que la sortie soit à 0. Je sais pas pourquoi. Ah, non, non, non. Le ZR en fait, c'est ce qu'on appelle un flag. C'est juste un bit qui est mis, qui vérifie une condition. Alors je sais pas comment on le traduit en français. Je l'ai toujours vu en anglais et la traduction littérale c'est un drapeau en fait. Donc un signal pour dire que la sortie en fait est à 0. Ce qui permet quand on va écrire du code après qu'on va exécuter sur le processeur, plutôt que de vérifier que le résultat est à 0, ce qui prend du temps logiciel et donc des cycles du processeur, on regarde si la sortie ici, ZR, elle est à 1. Si le drapeau est à 1, ça veut dire que le résultat est 0 et puis du coup, on passe directement à la suite. NG, c'est pour savoir si... Pareil, c'est un flag, un drapeau pour dire si le résultat en sortie est négatif. Du coup, si on fait une opération et qu'on veut juste savoir si le résultat de l'opération c'est un nombre négatif ou pas, ce truc-là sera allumé et du coup on perd pas de temps à prendre le résultat, le réinjecter dans le processeur, vérifier avec une opération logique ou mathématique si voilà, on prend ce truc-là et c'est réglé. Et donc là c'est tout ça, ça va nous permettre de faire nos câblages logiques pour arriver à faire tout ça. Et ça c'est une partie de la table de vérité. Donc ça, je devrais arriver à le câbler. L'ALU, je devrais pouvoir arriver à le câbler parce que c'est pas très compliqué. En fait, il n'y a pas beaucoup plus d'éléments.
comparé à l'additionneur. Hein, je dois avoir... j'ai 2 étages supplémentaires avant d'arriver à l'ALU. J'ai un et logique de 16 bits à mettre en parallèle. Ça devrait rentrer tout juste dans l'écran. Hein. Bon, au pire, je peux remonter un tout petit peu la caméra, mais pas beaucoup plus. Voilà, voilà. Donc, on va commencer à faire le design de tout ça. Donc voilà, faisons le design de notre alu. Vous allez voir, ça va pas être simple. C'est la 3e fois que je m'y reprends parce que j'ai oublié d'enregistrer la bonne explication, donc je la refais. Donc on va partir de nos 2 opérations principales dans un premier temps, et puis on va remonter vers les signaux X et Y parce que c'est pas forcément facile de faire autrement. Si vous parlez de vos signaux et que vous voulez aller dans l'ordre, vous allez vous cogner la tête contre les murs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos 2 principales fonctions, donc le add 16 et le end 16. Hop. Et puis je reprendrai en dessous si je manque de place. Et je vais manquer de place de toute façon. Parce que j'ai pas mal de trucs à écrire. Alors nous avons nos signaux X et Y. Mais en plus, nous avons des signaux d'entrée F, NZ et... Alors, on a une mise à 0. Donc c'est Z. Je vais faire ça sur ZX. Hein. Enfin, sur le signal X. Donc ZX. Et ensuite, on a NX, le signal d'inversion qui arrive après le 0. Ça a une importance que l'inversion arrive après le 0. Parce que si on veut mettre le signal X entièrement à 1 pour diverses raisons, pour une opération de mathématiques qu'on veut faire ou pour une opération logique sur le N16, avoir la possibilité de tout mettre à 1, c'est important. Parce que si on met le 0 après l'inversion, en fait, on pourra jamais avoir entièrement un signal à 1 si le signal X de base n'est pas déjà entièrement à 1. Donc ça veut dire qu'on va perdre du temps processeur. On va perdre du temps processeur, oui, parce qu'avec il va falloir envoyer un signal logiciel pour dire X est entièrement à 1. Alors qu'en fait, non. Tu mets le signal ZXNX et hop, tout est à 1 et t'as pas perdu de cycle de processeur en fait. Voilà pourquoi on met dans cet ordre-là. En tout cas, par rapport aux spécifications du bouquin. Alors, F, en fait, c'est pour choisir la fonction entre l'addition et le et. Donc, on sait que nos portes ici prennent 2 signaux de 16 bits en entrée. Hop là. Ça veut dire qu'on va avoir un système multiplexeur-démultiplexeur des 2 côtés, parce qu'à un moment, il faudra que les signaux... faudra qu'on récupère notre signal pour lever l'ambiguïté entre les deux, parce que si on fait sauter ça et qu'on met ça sur le même signal, c'est le signal du N16 ou du AT16 qu'on va récupérer? Bah on sait pas, c'est ambigu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lève l'ambiguïté avec un multiplexeur ou des multiplexeurs. À chaque fois, je confonds les deux. Hein. Donc, m'en voulez pas. Après, normalement, ça, c'est un multiplexeur. Et le démultiplexeur, c'est dans l'autre sens. Alors, il nous faut aussi aiguiller le signal Y entre le add et le end. Donc, hop, on a un signal de 16 bits qui arrive ici pour aller soit ici, soit là. Donc ça aussi, c'est du 16. Et nous avons
Ici aussi. Ici c'est 16. 16. Et ça vient comme ça. Et ça, c'est notre fonction f que je vais lier avec du bleu. Hop. Et tout ça, c'est lié ensemble sur un signal de sélection qui s'appelle en fait le signal f. Voilà. Quand c'est 0, c'est le add qui est pris. Quand c'est à 1, c'est le end. Hein, d'accord. Et puis comme ça, tout est synchronisé ici. On n'en parle plus. Ensuite, si on remonte, on voit qu'on a la fonction d'inversion. Et cette fonction d'inversion m'a cassé les couilles. Mais genre bien. Alors je vais le faire sur le signal X, mais on fait exactement la même chose sur le signal Y. Hein. Alors sur le signal X, pour l'inversion, c'est pas que j'ai été obligé, mais c'est que pour la lisibilité dans le code que j'ai écrit, j'ai fait mon propre composant. D'accord. Habituellement, quand on veut faire une inversion, on prend une porte NAND ou une porte NOT. D'accord. Le problème, alors la porte NAND c'est bien parce qu'elle a 2 entrées, une sortie. La porte NOT, elle est pas bien parce qu'elle a qu'une seule entrée et une seule sortie. La porte NAND c'est bien parce que comme ça nous permet de prendre directement notre signal NX ici. On prend notre signal X et puis ici on a la sortie. Sauf que c'est pas une réelle inversion. On se retrouve avec des problèmes si on fait qu'une NAND simple. D'accord. Et on peut pas utiliser la note sans utiliser un multiplexeur ou un démultiplexeur, peu importe. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un... Donc on a un note 16 comme ça. Et on est obligé, voilà, d'avoir un système multiplexeur démultiplexeur pour prendre le signal comme ça et le faire passer directement comme ça pour aller là. C'est chiant et compliqué, et puis ça se fait il faut en plus prendre le signal comme ça. Non, moi j'ai pas aimé. Puis en plus, ça fait perdre de la rapidité parce qu'on a des étapes intermédiaires. Donc on a d'abord le traitement par un démultiplexeur, l'inversion du note, et un multiplexeur derrière pour récupérer le signal pour lever l'ambiguïté. Non, non, ça c'est une perte de temps. Hein, et puis en plus, c'est dégueulasse à écrire. Moi, j'ai fait autre chose. Je me suis cassé le cul un petit peu. Et j'ai fait mon propre composant. J'ai fait un XOR 16 bits. Et j'ai pris mon signal NX, parce que ça prend 2 signaux. Et ça, c'est bien. L'avantage du XOR, vous vérifierez par une table de vérité, enfin en faisant votre travail avec les tables de vérité, c'est que quand on fait 0, 0, on a 0, 0, 1, on a 1, quand on a 1, 0, on a 1, et quand on a 1, 1, on a 0. Ok. Quelles sont les fonctions qui m'intéressent là-dedans? C'est de retrouver une fonction inverseuse. D'accord? Donc j'ai le choix. Pour avoir ma fonction inverseuse, soit je prends la partie du haut, soit je prends la partie du bas. Et avec la partie du haut, ça marche pas. Dans mes souvenirs, hein, parce que ça fait des mois que j'ai conçu ce truc-là. Et du coup, j'ai pas utilisé ça. J'ai utilisé ça. Ce qui fait que
mon NX, ici, il va falloir que je l'inverse. Parce que quand lui est à 0, je touche pas à X. D'accord? Donc, si je me mets à cette colonne-là, si je me mets à 0 et que j'ai un 1 ici, le 1 ne change pas. C'est exactement ce que je veux. Si je mets maintenant un 1 sur mon signal NX, j'ai un 1 en entrée, hop, j'ai un 0, j'ai une inversion du signal. C'est le comportement que je veux. Alors que si on regarde sur le signal d'en haut, eh ben c'est pas ce que je veux. Donc là, on voit avec la table de vérité ici que, en fait, bah, j'ai pas besoin de changer, de faire une inversion de mon signal NX. Ça, c'est bien. C'est bien. J'ai pas à m'en occuper. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je mette mon signal NX ici. Avec mon signal X là. Et quand lui change, eh ben, ça fait l'inversion tout seul. Hein, quand il est à 0, bah, ça change rien. Mais quand il est à 1, hop, ma table de vérité du bas s'applique et... Sauf que j'ai un autre problème. Le simulateur va me casser les couilles si je fais ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est un XOR 16. D'accord? Et donc ici, il veut 16 entrées. Parce qu'il en a 16 ici aussi. Hein? Puis il va en cracher 16 aussi. Et bah, le simulateur refuse de prendre une seule entrée pour en faire 16. Et il comprend pas qu'il faut connecter la même entrée au 16. Donc je suis obligé de faire un XOR 16 à ma sauce pour connecter 16 fois l'entrée. Donc je vous montrerai le composant que j'ai créé, je l'ai vérifié, ça fonctionne. Mais voilà ce que je suis obligé de faire. Donc bah ça c'est un XOR 16 que j'ai appelé XOR ALU. On verra ça après dans le code. Donc là, ici j'ai un XOR 16, hop, petite boîte, avec le signal NX et le signal X qui arrive ici. Donc je mets pas la petite barre 16 à chaque fois. Hein. Et maintenant on remonte, on arrive au 0. Alors faire un 0, c'est très simple, hein, comme vous le savez. Où est-ce que j'ai foutu ma chaussette moi? Là. Faire un 0, c'est très simple, on l'a déjà fait. Ailleurs. Donc on prend un end 16. On prend notre signal X. Ici, on va le mettre là. Et là, les 16 entrées sont reliées à 0. Voilà. Bon. Comment je fais ça pour que quand le signal ZX soit à 1, ici j'ai 0 et pas 1? Ben là encore, j'ai été emmerdé par le logiciel parce que moi, ma solution toute bête, c'était de prendre une porte inverseuse ici et de connecter ça directement au end 16. Sauf que vous l'avez vu avec le XOR 16 juste avant, je vous ai dit que le simulateur va m'emmerder. Donc je suis obligé de faire un Note 16 way maison. Alors que dans la réalité, il suffit de prendre la petite connexion ici, de la connecter sur les 16 entrées. La réalité pose pas de problème. Donc on prend notre end 16, hop, on relie notre signal, on prend notre signal X, et voilà. Ça marche. Donc bah, je vais vous câbler aussi le Y. Hein, qu'on a XOR 16, hop, avec NX, hop, on a un end 16
avec le signal ZY qui vient depuis une porte et puis on a le signal Y qui arrive là. Voilà! Donc on a fait la première partie. Magnifique. Il nous reste une autre partie à faire. Parce qu'ici, on a, une fois qu'on arrive ici, nous avons la sortie out à faire. Il y a la sortie ZR pour savoir si c'est un nombre qui est à 0 pour directement pas perdre de temps au niveau logiciel pour vérifier, repasser dans le processeur, faire des cycles pour savoir si on a un 0 hein, au bout, si on veut juste contrôler 0. Et si on veut inverser la sortie. Et donc il faut faire à nouveau le 0 avant l'inversion. Du coup, là on retrouve notre multiplexeur d'avant. Hein. Je reprends à partir du multiplexeur. Donc là on va mettre oui, mais c'est pas la mise à 0 du. C'est pas la mise à 0, donc je peux pas reprendre ce truc-là. Il faut que je vérifie que toutes les entrées, les 16 bits ici, soient à 0 pour que mon truc soit à 0. Hein. Donc ça veut dire que je prends une porte un OR 16 way. Donc juste W parce que j'ai plus la place. Hein. Et puis ça va devenir mon signal ZR. Et NO, c'est pour savoir si c'est un nombre négatif. Donc je continue ici. Il me semble que c'est comme ça que j'ai fait. Et il y a un dernier signal, il me semble que c'est pour inverser. Ah oui, donc le NO, c'est pour inverser le résultat. Donc le NO doit arriver avant le ZR. D'accord, je me suis planté. Il y a une fonction à faire avant. Hop là. Donc il faut faire Donc le NO est une fonction à faire pour inverser la sortie. C'est très simple, hein, on l'a déjà fait ici. Donc on va reprendre exactement le même composant. On va reprendre un XOR 16. Ok. On prend la sortie. Et ça va vers out. Voilà. Il faut aussi son petit signal NO à lui. Voilà, sinon il va pas être content. Donc c'est exactement le même truc que là. Maintenant, il nous faut le signal ZR et le signal NG, qui sont des sorties aussi. D'accord? Comment on fait ça? Alors le ZR nécessite de faire de prendre la sortie ici et de vérifier que chaque signal du signal 16 bits sont tous des zéros. D'accord? Bon, c'est pas très compliqué en fait. Alors, on a la sortie comme ça. Ok, et puis on fait un embranchement ici. Hop. On met un OR 16 way.
Alors, on avait fait le 8-way, hein, on aurait pu... Mais moi j'ai créé un composant parce que sinon ça met un peu de bordel dans le code. Et ça devient... ouais. Donc on a notre OR 16-way. Et donc ZR, notre flag ZR est à 1 quand tout le monde est à 0 ici. Sauf que vous connaissez le OR, dès qu'il y en a un là-dedans qui est à 1, eh ben ici ça sort un 1. Et nous on veut pas ça. Dès qu'il y a un 1, on veut que ce soit 0. Donc on est obligé d'inverser le signal. Pour avoir notre signal ZR. Donc maintenant on a NG, nombre négatif. Alors, où est-ce qu'on le prend pour savoir si on a un nombre négatif? Eh ben en fait, on va le prendre directement en sortie de NG ici. Et on va regarder un seul bit, en fait. Parce que quand on a un signal 16 bits comme ça, donc je vais en faire que quelques-uns, hein, puis là on a un signal 1, puis là on s'en fout en fait des signaux qu'on a. Pourquoi? Parce qu'en binaire, un nombre négatif commence toujours par un 1 à cet endroit-là. Toujours. D'accord? En tout cas, c'est comme ça qu'on a conçu, qu'on a spécifié notre processeur. Hein. Il calcule il est conçu pour que les nombres négatifs et positifs soient représentés d'une certaine manière. Hein. Vous vous souvenez, quand on va de 0, 1, 1, 1, 1, 1, comme ça c'est du positif. Et le nombre qui est juste après ça, qui est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et ben ça c'est moins 1 en décimale. Donc ça, admettons, c'est 99, 255. J'ai pas vérifié, c'est pas ça. Dites pas que je dis de la merde. C'est pour dire que bah, là on arrive à 255. Ouais, 255. Quand on ajoute 1 ici, pouf, le processeur va comprendre que c'est moins 1. C'est comme ça. Le processeur est conçu pour être comme ça. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est prendre le dernier bit ici, donc le bit de poids fort. Et comme dans notre processeur, le bit de poids fort est à gauche, c'est lui qu'on prend. Voilà, m'emmerdez pas. Du coup, on prend juste le 16e bit. Hein, et puis, bah, ça devient notre signal NG. Et quand lui, sur son signal 16 bits, bah, le dernier est à 1, bah, lui, il est automatiquement à 1. Voilà. On a par contre un problème ici aussi. Lequel? Bah, comme je vous l'ai déjà dit, lui, il va cracher un signal 16 bits. Je peux pas récupérer un seul signal d'un bit là-dedans. Comment je fais? Eh ben c'est à la fois très simple et très chiant. Eh ben, je reprends ce composant-là et j'en crée un autre spécifique sur lequel je fais sortir spécifiquement le signal NG. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à écrire le code. Donc je vais vous épargner ça, hein, il est déjà écrit, vous n'allez pas me voir le taper, vous allez juste voir le code écrit. Et voilà. Donc comme je vous l'ai dit, pour le signal, pour l'inversion, donc c'est un NOT et un END 16. D'accord. Donc on retrouve notre XOR ALU 16 bits. Donc son code il est ici. Vous voyez, hein, c'est juste un bête XOR 16 bits comme ça. On prend donc là c'est sur le Y, mais sur le NX, vous voyez que c'est exactement la même chose des deux côtés. Ensuite, j'ai un démultiplexeur pour choisir entre le AND et le ADD, hein, ici. Un pour le signal X, un pour le signal Y. Donc bah là c'est mon adder, le adder qu'on a fait la dernière fois.
Là, c'est le end 16 qu'on a fait la dernière fois. Ensuite, je lève l'ambiguïté. Parce que comme vous le voyez ici, si le logiciel m'emmerde, pensez à mettre un mux 16 vers la sortie. Et j'ai ajouté, il m'a emmerdé. Et donc, j'inverse le résultat. Et donc, il a fallu que je fasse un XOR ALU2. Et comme vous voyez, parce que ouais, il est appelé XOR ALU, XOR ALU2, pour que je fasse un premier out vers la sortie directement, qu'ensuite je refasse une sortie, une deuxième sortie, pour aller vers le flag 0, et qu'en plus je récupère mon signal NG. Si vous avez bien fait attention, on peut mettre autant de sorties qu'on veut sur un composant. Donc je vais vous montrer le code du XOR ALU2. Et donc vous voyez, sur la même sortie, donc sur le dernier bit, le bit de poids fort, le 16e, je lui ai dit, bah, tu me fais une autre sortie sur ce bit-là, il va s'appeler outNG. Et puis on retrouve dans la définition de la puce, ici, dans les sorties, le out 16, en plus le outNG. Donc on retourne ici, hein, et puis on retrouve tout ça. Alors ici, je fais un embranchement, je reprends deux fois la sortie classique, un pour aller vers mon OR 16 way que j'ai créé moi-même. Alors il est là, hein, je l'ai recréé. J'ai fait un copier-coller en fait du OR 8 way que je n'ai plus dans ma liste. Et puis bah, j'ai juste complété quoi. Et donc ce sont des OR en cascade tout bêtement. Et du coup cette sortie là, je l'inverse pour récupérer mon flag à 1 comme il faut quand c'est un nombre négatif. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop aller dans le simulateur. Alors, j'ai bien avancé, hein, moi j'ai avancé d'un chapitre complet, je suis au 3e. Donc on va prendre l'alu. Hop. Donc vous pouvez vérifier, hein, il y a tous mes signaux qui sont là. Ensuite, je prends le truc de comparaison. Hop. On va pouvoir maintenant voir lancer la simulation. Alors, on va rester en binaire, programme flow, programme data. Et puis on va le mettre à la vitesse max parce que mine de rien, ça va être un peu long. Hein. Hop là, on va pouvoir y aller. Et je vous retrouve dès que c'est terminé parce que même en vitesse max, vous allez voir. Ah, comment ça, c'est pas bon. Comment que ça que c'est pas bon? Bon, bah je viens de refaire le test, ça marche bien. Qu'est-ce que c'est ce délire? Alors, programme flow et data. J'ai strictement rien changé. Hein. C'est toujours le même programme. On peut regarder ici. L'ALU que j'ai utilisé, c'est bien celui-là. Hein. Vous pouvez comparer par rapport à avant. C'est exactement le même, j'ai strictement rien changé. Pareil ici, c'est le. Il n'y a strictement rien qu'à changer. Donc si je reviens en arrière, hop, voilà, je lance. Alors je vous laisse l'animation, ça ralentit énormément la vidéo, mais en principe à la ligne 2, je suis bon quoi. À la ligne 1, il va faire la ligne 2, ça m'avait flingué le truc à la ligne 2. Hein, directement, il m'a dit oh ta ligne. Non, le premier truc que t'as fait c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et vous voyez, il est passé. Ligne 2, elle est bonne. Donc bah, j'ai pas compris. Voilà. Donc bah a priori, quand le truc vous dit que vous avez pas bon, rechargez quand même le fichier, on sait jamais. Recommencer. Il se peut que j'ai eu des arrachages de cheveux, vu le peu qui me reste, non nécessaires, hein, parce que le logiciel m'a fait bah non, t'as faux alors que j'ai bon. Ça fait plaisir.
Allez, je vous retrouve à la fin. À tout de suite. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, hein, là, je vais pas le câbler. Pas sur cette vidéo, voilà. C'est trop. Faut que je finisse ça d'abord, parce que c'est dans mes hors-série. Il reste cette petite partie-là que j'ai commencé. C'est en fait pour que ça. Le signal. Tout ce qui est là. C'était mon signal de sortie, hein, à la base. Et du coup, ça, c'est mon signal de sortie. Et avant, je faisais mes vérifications à la main. Du coup, je reprends ce signal-là, qui va aller dans ces puces-là, qui va me permettre de, de, de récupérer les 16 sorties ici et de les faire analyser par l'Arduino pour automatiser en fait le contrôle de ce truc-là. Ensuite, j'aurais plus qu'à débrancher cette partie-là, ces deux breadboards-là, pour récupérer mon adder qui se situe sur les trois breadboards ici, hein, sur ces trois-là. Et puis je pourrais câbler la suite, mais je pense que je vais racheter quelques breadboards parce que il m'en manque. Et là, j'aurais atteint les limites. Parce qu'après, il faut que j'aille en largeur. Donc ça, aller en largeur, je peux encore un peu, hein. Je peux élever un peu la caméra aussi, mais après, je vais être obligé de prendre mes prototypes et de les souder, d'en faire des petites cartes pour économiser de la place, hein. C'est ce qui va se passer.
Donc je finis d'abord ce projet alternatif là hors série, et puis après, ben, une fois que ça c'est câblé sur breadboard, le concept est validé, le câblage est validé, et ben, je créerai mes propres. Bah, je me créerai d'abord un environnement pour pouvoir faire mes propres circuits imprimés. Donc, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et à une prochaine. Bye bye.